met 1, 2, 3, puis il met juste 1 minute pour voir combien de temps ça prendra. Ah. Et est-ce qu'on n'interrompt pas, on vous laisse? Non, pour l'instant je présente et voilà, et puis après on fera une sorte de feedback. Voilà. Notez à côté vos questions. Je ne fais le papier. Par contre, les slides, on ne voit pas le numéro. Non, mais tu auras dit ça, je crois pas. Après, tu peux juste noter les grandes parties, tu sais, ça sera marqué en bref, machin. Le menu frame s'ouvre pour que je puisse Pour pouvoir, tu veux noter. Je suis mis avant le menu frame, pour pas que le curseur ait été laissé aller. Mais là, c'est pas en mode. Parce que là, en fait, c'est que des touches droite-gauche. Donc là, avec ça, on se balade là-dessus. Donc quand tu es en mode présentation, le mode slide, ouais. Les touches sont infectées, de droite-gauche. Si tu fais ton clavier, par exemple, c'est droite-gauche. C'est avant qu'il commence pour de vrai. Tu vois. Oui. Good. C'est bon pour vous? Alors, c'est moi qui pense, ouais. Alors, bonjour Diego. Alors, je me présente. Je suis Luc. J'étais coach agile à l'époque chez Oui. Et avec Diego, on a monté une équipe. Et ça s'est pas trop mal passé. Donc on a pensé que ça serait bien pour vous qu'on partage ça. Diego, tu te présentes? Donc voilà, Diego de Oliveira, en fait, j'interviens maintenant chez Oui en tant que delivery manager. Pendant 2 ans, j'ai eu le plaisir d'animer une équipe de DevOps qui s'appelait les Avengers au sein de Oui et qui était consacrée à l'élaboration de l'usine logicielle là-bas. Et j'ai eu l'infini honneur d'être accompagné par Luc en termes de coaching là-dessus pour pouvoir expérimenter différents modèles organisationnels dont on va vous faire la primeur en ce jour. Je vais rapidement vous passer les messages principaux que vous entendrez. Ensuite, Diego va nous raconter l'histoire. Ensuite, on prendra un peu de recul pour analyser ce qui s'est passé. L'idée, c'est que vous ayez à la fin une vision. On repassera sur les messages des conclusions et sur les différentes compétences qu'il faut passer. Alors, grosso modo, déjà là, on n'est pas bon parce qu'il faut que je mette le focus sur les slides. Tu sais le mettre sur le premier. Voilà. Grosso modo, un des premiers messages à retenir, voilà, c'est une perception, c'est que la plupart des grosses transfos aujourd'hui, c'est juste du Scrum, éventuellement à l'échelle avec un zeste de Kanban, qui sont déployés non pas par des coachs, mais par des consultants agiles, parce que la plupart des coachs sur le marché sont maintenant occupés. Généralement, si on en profite pour faire une petite réorg, on prend un petit coup de modèle Spotify et on met ça dessus. Alors, certes, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que Scrum, c'est bien, parce que c'est simple. Le problème avec Scrum, c'est que c'est simple. C'est trop simple. C'est-à-dire qu'on va. Si on ne fait que ça, on va juste arriver à faire de la simplification de l'agile, ce qui va aboutir à du fake agile, comme on en dit. C'est-à-dire qu'on va arriver à des règles de cuisine et une équipe, ça ne se réduit pas à juste le processus extérieurement perçu. En fait, grosso modo, Escopilpi disait quand une transformation numérique est bien faite, c'est comme une chenille qui se transforme en papillon, mais quand elle est mal faite, on a juste une chenille très rapide. Et dans ce que j'observe aujourd'hui, la plupart des transfos dites transfo-agiles ne sont pas des transformations, c'est juste des réorganisations avec de l'agile dessus. Et donc ça n'a pas marché. Donc là, ce qu'on va essayer de vous partager, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas. Hop, si je fais ça, non. Si tu veux mettre là. Donc pour que ça n'arrive pas, on dit ok, on a un certain nombre de choses, il faut faire que les postures soient lâchées. Parfait, mais tant qu'on dit ça à des personnes ou à des managers, si on ne leur dit pas ce qu'il faut faire pour pouvoir lâcher le guidon, ça ne va pas bien se passer. Si quelqu'un sait faire du vélo et tu lui répètes lâche le volant, lâche le volant, lâche le volant, à un moment, tout ce qui va arriver, c'est se casser la figure. Alors que si au préalable, il a appris à tenir l'équilibre, ça ne sera plus un problème pour lui de lâcher le volant. Le but, c'est pas qu'il lâche le volant, c'est qu'il sache tenir l'équilibre. Donc il a dû acquérir une compétence pour pouvoir lâcher sa posture crispée. Donc, par ailleurs, si on prend ce que disait Buckminster Fuller, on ne change pas les choses en combattant une réalité existante, on construit un nouveau modèle qui rend le précédent obsolète. Donc on va essayer de voir comment.
Donc l'idée, ça va être de dire qu'en fait, le social et le culturel, c'est-à-dire l'interaction, ils ne vont pas bouger, pas parce qu'on les injoncte, mais parce qu'on va mettre en place, et les gens vont acquérir des capacités, c'est-à-dire des habiletés et des capacités. Pas parce que je dois, mais parce que je sais ou je peux. Si vous êtes belge, on dit je sais. Voilà. Donc traditionnellement, il est bon de savoir aussi que les équipes existantes, généralement, en fait, ce qu'on fait traditionnellement, c'est qu'on essaie de les passer à la performance, c'est ce que recherchent fondamentalement les directions informatiques, elles s'en foutent de l'agile en soi, tout ce qu'elles veulent, c'est que ce soit plus rapide ou plus performant. Puis on les amène à l'autonomie parce que c'est nice to have. Ici, ce qu'on a fait, c'est différent. On a créé une équipe autonome et on l'a montée en compétences. Et la performance en a découlé. Ensuite, un troisième gros message, le but, c'est que ces compétences, aujourd'hui, elles sont difficilement transmissibles. C'est du savoir-être et on ne sait pas ni en parler, ni les transmettre. L'idée, c'est de les pouvoir les rendre intégrables et transmissibles. Parce que si on attend que les gens réinventent la roue par eux-mêmes, ça va être trop long. Et le deuxième point clé de ça, c'est que pour que ça soit possible et intégrable, il faut du temps pour intégrer. Ça veut dire que, paradoxalement, la posture du coach ou la posture d'accompagnement va devoir changer. Et proportionnellement, ce que je vais proposer, c'est assez choquant. Il faut être assez directif au départ et au fur et à mesure être capable d'être de moins en moins directif. Et le deuxième gros message, c'est pour pouvoir rendre ces compétences intégrables et transmissibles, il faut articuler et les structurer. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que les structures soient autoportées. En gros, que quand le coach se retire, le soufflet ne retombe pas. Et pour pouvoir structurer, il faut pouvoir différencier les différentes tensions et comprendre les tensions que ça génère. Et ensuite, il faut laisser digérer, c'est-à-dire se donner le temps d'intégration. Ça, on le verra dans le modèle. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir que les gens voient ce qu'ils font, comprennent ce qu'ils font, et qu'ils aient le temps de l'intégrer. Une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'une compétence, ce n'est pas une connaissance. Et ce n'est pas juste une information. Si on vous dit que les vélos existent, ou même comment ça fonctionne, ça ne vous dispense pas d'intégrer ce que c'est tenir sur un vélo en équilibre. Et c'est également une erreur que je vois souvent. Les gens arrivent, on leur fait des formations agiles, on leur donne une tonne de concepts, utiles ou pas, on ne sait pas, et puis après c'est fini. Et on s'imagine qu'on leur a juste donné une information là. C'est ni de la connaissance, et surtout pas une compétence encore acquise. Il y a pas plus loin si je... Ouais. La conclusion, ça sera, aujourd'hui, on transmet l'agile comme du bricolage. L'idée, c'est d'arriver à une forme un peu plus raisonnable, dépendante de la raison. On verra ce que ça veut dire. Il faut que ça soit justement transmissible. Là, je sais pas combien. Hop, attends, je pense. Voilà. Toujours, aujourd'hui, on pourrait voir un team comme, sur ses aspects dynamiques, la création du team, le développement du team, son fonctionnement opérationnel et la gestion de l'équipe. Scrum est essentiellement, regarde ça. On pourrait aussi dire qu'on décompose c'est quoi la composition d'un team, c'est quoi sa formation et sa socialisation, les processus, le workflow, le leadership et comment on gère la résilience. Or, également, l'essentiel de Scrum et de l'Agile aujourd'hui est focusé là-dessus. La proposition qu'on va partager, c'est qu'il faut pouvoir adresser le reste aussi. Sinon, vous aurez juste une chenille rapide. Si vous regardez ce que c'est Scrum, c'est essentiellement l'idée, c'est du timeboxing, le principe d'inspection et d'adaptation et des rôles. Pour pouvoir arriver à ce qu'on va faire, en résumé, on a rajouté quelques compétences. Au niveau stratégique, du groupe et personnel, pour que les individus, au niveau du fonctionnement du groupe et au niveau, en gros, de la vision. Parce que le but de tout ça, c'est que c'est pas tout de se coordonner, qui est aujourd'hui le focus de ce que sont les équipes aujourd'hui. Il faut être capable d'interagir, de voir ensemble, interagir pour décider, il faut que les individus puissent se développer. Aussi bien techniquement que, on dira, socialement dans leur interaction et les cultures. Et ça, c'est pas tellement pris en compte. Oui, et alors en fait, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a toujours les mêmes compétences, mais grosso modo, on n'a pas réinventé la roue, on en a créé une seule, mais en pratique, on peut voir que les verts foncés, ce sont des compétences qu'on a utilisées telles quelles.
Dans certains cas, on en a hacké un certain nombre. Dans certains cas, on en a combiné un certain nombre. Il n'y en a qu'une seule qu'on a vraiment eu besoin de créer from scratch. Donc toutes ces choses existent déjà. Il faut juste savoir comment c'est utilisable et le recombiner. On vous montrera quelques exemples. Et également, on vous montrera, sur l'exemple du consentement, c'est une des compétences, qu'est-ce qu'il faut. Que le chemin pédagogique peut être un petit peu plus compliqué que c'est facile, faites du consentement. Maintenant, je vais passer la main à Diego. On va se stopper là, voilà, qui va nous raconter son histoire. Combien de temps, en gros? 9 minutes. Merci. Donc notre histoire commence, Once Upon a Time, en 2013, où en fait l'équipe Avengers dont je vous ai parlé en introduction a été créée. En fait, l'entreprise dans laquelle j'évolue, oui, SNCF, a commencé à réfléchir à la mise en place de nouvelles pratiques, aussi bien au niveau du développement qu'au niveau du déploiement au sein de l'entreprise. Donc aussi bien des pratiques que des nouveaux outils. Donc pour cela, elle a créé une équipe constituée de différents profils, intégrateurs, exploitants, développeurs, pour pouvoir mener cette réflexion et implémenter ces solutions. Ce travail a pris part pendant 2 ans, pendant le temps pendant lequel on a pu mettre en place ces différents outils. Et en 2015, patatras, la décision tombe, en fait, la mission est considérée comme achevée vu que les outils sont en place et que les pratiques sont lancées. Donc en fait, l'équipe est dissoute à ce moment-là et les solutions ne sont plus que maintenues en conditions opérationnelles. Donc tout se passe très bien pendant une bonne année, l'année 2016, mais à la fin de l'année 2016, repatatras, un incident électrique met à mal le data center principal et tous les outils tombent. La disponibilité de l'usine va se chiffrer à 4 jours, 4 jours de chômage technique pour l'ensemble des personnes qui pouvaient l'employer, développeurs et tout autre profil technique de l'entreprise. La perte estimée est à peu près de 1,2 million d'euros. En gros, 1000 développeurs qui s'étonnent pendant 4 jours. Voilà. Donc, réaction du top level management, effectivement, de réappeler l'équipe, une équipe orientée vers ces outils pour remettre à niveau cette usine logicielle. Alors, ça, c'est la vue globale de tout ce qu'on a pu mettre en place pendant les deux années qui ont suivi, avec l'aide du coach, justement. Cette équipe a été ressoudée. Donc, on a d'abord appris à conduire tout droit et ensemble. Luc vous en a parlé tout à l'heure. Pour le coup, le coach a adopté une posture assez inédite et pas obligatoirement confortable. C'est la posture du chef de projet proxy, en l'occurrence. En effet, nous étions dans une situation de mission commando. Il fallait qu'on ait une trajectoire claire sur des objectifs clairement énoncés pour les atteindre. Donc, il a fallu qu'on se mette en œuvre autour d'un atelier. Et là, l'initiation au consentement a été vraiment utile. Ça a permis d'éviter des galvades d'experts qui tournent en rond. En février 2017 et en mars 2017, on s'est principalement préoccupé du contact avec notre écosystème, aussi bien les stakeholders, où on a essayé d'établir un lien authentique et transparent avec eux, en présentant cette trajectoire avec l'utilisation des outils des 3 horizons de McKinsey. Nous avons également fait une première enquête de satisfaction auprès des utilisateurs pour s'assurer de notre autonomie et de notre légitimité à pouvoir faire ces actions-là. En intra de l'équipe, nous avons été éduqués petit à petit à des notions de CNV, à prendre en compte les besoins individuels des personnes en place. On a mis en place un protocole de réunion avec des rôles tournants là-dessus. Ça nous a appris à travailler ensemble et donc ça nous a commencé à faire grimper sur la pyramide des niveaux de maturité d'Erden. On a appris à tourner. Donc là, nous sommes au printemps 2017. Effectivement, on a commencé à mettre en place un certain nombre de ruptures culturelles. Tous les membres de l'équipe ont commencé à disposer des mêmes habilitations, ça a été un acte de foi là-dessus. Et on a pu réaliser notre première rétro ensemble, élaborer des propositions de projet pour faire évoluer l'usine et donc sortir de la mission commando en proposant de nouvelles choses. On a utilisé pour cela un stairway qui permet de formaliser ces projets basés sur la pyramide des besoins de Bills. Sauf qu'en fait, fort de ces actions-là, arrive un été meurtrier. Et oui, effectivement, pendant cette période-là, la connexion s'est relâchée. En fait, les gens partaient en vacances, donc on avait moins de contact entre nous.
Et en fait, il y a eu un mini effondrement de la chose. On a essayé de s'illusionner nous-mêmes, en fait, avec une méthode Coué. Non, vous refusez de voir le problème en face, tout roule. On l'a mis sur le plan. Et donc, en fait, la deuxième rétro, au mois de septembre, dérape. Mais par contre, en fait, les vrais besoins de soutien apparaissent. On en a fait un atelier pour pouvoir répondre à quelle structure de soutien j'ai besoin. On a pu intégrer de nouvelles personnes dans l'équipe, et ça n'a pas déformé la structure. Et en fait, on a pu vraiment attaquer nos problèmes en toute authenticité et bienveillance. Ça nous a permis de remonter la pente. L'un des leaders historiques a quitté l'équipe, décidé par la direction, mais pareil, on n'a pas, la structure et l'équipe n'a pas collapsé. Donc de octobre à décembre 2017, on a commencé à monter en gamme sur l'autonomie. On a agrandi le périmètre, on est passé du mode adaptatif vers le transformatif. On a continué à assurer le lien avec notre communauté et on a pu en fait prendre en compte des nouveaux besoins émergents. Donc on a commencé à être beaucoup plus rassuré, beaucoup plus boosté en termes d'autonomie. Pour les structures de soutien et les liens de l'équipe, là on a vraiment mis en place des principes très forts comme le binômage minimal sur toutes les activités, le peer working et le peer coaching. On a essayé de renseigner ensemble de manière collective une matrice de compétences pour justement faire émerger un second lien dans l'équipe. Printemps 2018, on a continué à dérouler le plan, les propositions qu'on avait pu émettre. On a pu répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs. Par contre, on s'est retrouvé dans une situation un peu hors hiérarchie. On était vraiment totalement autonome dans ce qu'on pouvait mettre en œuvre. Et donc, par contre, on a constaté à ce moment-là qu'on avait quand même un trou dans la raquette au niveau de la coordination. Et donc là, par rapport à la matrice de compétences qu'on a pu montrer, on a essayé d'adresser cette problématique-là ensemble, collectivement. C'est-à-dire qu'on a créé un rôle prenant de capitaine de sprint pour pouvoir assurer la structure minimale de l'équipe, juste et nécessaire. Ensuite, nous passons au printemps 2018, où là, nous avons commencé à vraiment appuyer sur la partie organisationnelle avec nos stakeholders, mais avec un élargissement vers l'ensemble du codir d'e-voyageurs technologie. Donc en fait, on n'était plus uniquement en lien avec nos deux stakeholders, là où on n'avait pas de zone d'ombre sur notre écosystème, et on pouvait vraiment répondre à toutes les problématiques. On a également eu la possibilité, lors d'un deuxième copil, d'utiliser une liberating structure, l'écocycle, pour pouvoir présenter une vision produit de manière élaborée et claire. Ça a comporté des choix difficiles, du type on est obligé d'arrêter, ou ça on peut persister dans l'effort. Mais maintenant, en fait, l'équipe était suffisamment montée en gamme pour être capable de construire sa propre vision et de la transmettre de manière intelligible, aussi bien auprès de sa communauté qu'au niveau des décideurs du top level management. Donc là, nous avions atteint le niveau 4 de Erden. C'était une célébration par rapport à ça. On arrive à la dernière étape de mon histoire. On a appris l'autogestion. En décembre 2018, en fait, on a actualisé notre matrice de compétences. On a été capable de pouvoir se regarder en intra et de faire évoluer encore les gens. Et nous avons pris en compte les nouveaux besoins des personnes de l'équipe. Nous en avons intégré 3 autres qui ont pu reprendre cette mécanique-là pour s'intégrer là-dessus. Donc on a pu transmettre ces nouveaux outils, transmettre ces nouvelles pratiques et faire perdurer l'équipe en question. Car effectivement, en janvier 2019, moi en tant que leader historique, je suis parti sur de nouvelles attributions. On m'a proposé d'être promu leader de cette pratique au sein de l'entreprise et de commencer à accompagner d'autres domaines métiers. Je passe la main pour les compétences. Merci Diego. Alors, il y a trop de compétences pour qu'on puisse les voir, et je précise que la matrice dont il parlait, tu as combien, Milou 17, 52. Ce n'est pas simplement les compétences techniques, mais également des compétences fonctionnelles du type management, etc., mais également des compétences sociales, d'interaction et des compétences culturelles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille sur nos croyances. On va en regarder quelques-unes. Donc, au départ, je vous disais, Scrum, si on regarde une doctrine, on peut la décomposer en un certain nombre de choses. Par exemple, et en fait, on va
injecter d'autres compétences, d'autres doctrines. Qui a déjà entendu parler, par exemple, des liberating structures? Hein? Ok. La sociocratie, parfait. La systémique, évidemment, je trouve ici. La sécurité psychologique, ou Google, tout ça. Voilà, donc là on fait ça comme un petit recensement. Donc on a intégré toutes ces choses-là, mais de manière assez simple et pragmatique. On verra aussi que le timing, c'est important pour l'introduire, pour ne pas saturer. Le but, comme on l'avait dit avant, c'est d'arriver à ce que non seulement les compétences de coordination, qui est le focus traditionnel d'une équipe ou du management, soient en place, stables et pas juste du faire semblant, mais que les compétences d'interaction soient claires, et notamment pour pouvoir, au moment de la décision, parce que c'est là généralement que quand on passe du modèle, il y a un chef qui décide à plusieurs personnes décident ensemble, généralement il y a un gros risque de collapse. Également, savoir où on va, et a fortiori comprendre où on va, ou même dire où on va. C'est toujours un gros. Ça suppose donc de se développer, aussi bien techniquement, mais que dans les techniques d'interaction sociale, de vision, et également comprendre le sens pour qui je travaille. Donc, on va en parcourir un certain nombre, et on va, par exemple, dans le cas de la sociocratie, on a essentiellement exploité les rôles tournants, dès le départ pour mettre en place la discipline, et la structure du consentement, mais on l'a hacké. C'est-à-dire, on va vous le détailler après, le consentement de base qu'on trouve, ça pose des problèmes quand on le met en place. Donc ici, ils avaient été contournés, on vous le montrera. On regardera cet exemple en détail parce qu'on va voir que c'est pas tout de comprendre le problème et sa solution, il faut comprendre les problématiques de mise en place. Si on ne les contourne pas, ça va poser des problèmes. Les horizons de McKinsey qui permettaient de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire maintenant, un peu plus tard et à très long terme, et pas tout mélanger. Au niveau de la clarté sur comment je pense et qu'est-ce que je veux vraiment, on a partagé DILS, qu'on a mélangé avec Argyris ou avec de l'impact mapping. On montrera rapidement cela. Alors rapidement, on ne pourra pas tout passer en revue. On s'est demandé comment on pourrait faire pour ne pas trop vous frustrer. Donc on s'est dit, est-ce qu'on va écrire un livre parce qu'ils n'auront pas le temps de faire tout ça là. Je n'aurai pas le temps de l'écrire, vous n'aurez pas le temps de le lire. Donc ce qu'on va faire à court terme, c'est ceux qui ont envie de continuer d'approfondir, on va créer un petit meet-up et ça nous permettra de nous voir ensuite pour travailler pour ceux qui veulent. Voilà. Donc, je n'ai pas oublié de vous stresser maintenant, mais on va essayer de regarder un truc en détail. Non, pas blanc. Attends, je zappe ça. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces compétences, il y en avait un peu plus que même précédemment, mais l'essentiel, si on voulait, même si vous aviez le temps de pendant une semaine à ce qu'on vous gonfle la tête avec tout ça, ça va être trop. Et c'est pas parce que vous les connaissez que vous saurez les mettre en pratique. Donc l'idée, ça va être d'y aller par palier. Ce qu'il faut comprendre, ce que j'ai fait à l'époque intuitivement, puis plus tard j'ai vu des personnes qui avaient documenté quelque chose de similaire, Erdőn, Nonaka, sur comment la connaissance tacite se diffuse dans les groupes. En fait, il dit, si vous prenez des gens qui savent jouer au basket, c'est pas pour ça que quand vous les mettez ensemble, ça fait une équipe. Au début, c'est juste un assemblage de personnes, qui sont pourtant compétents techniquement, s'ils jouent au basket. Il faut, pour l'instant, vous allez avoir un coach externe qui va effectivement leur apprendre à faire des techniques, se faire des passes, etc. Et en même temps, puis plus tard même, être capable, ils diront, comme vous voyez au football américain, la 22, la 37, ils connaissent leur tactique et ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire à quel endroit. Il y a toujours quelqu'un qui leur dit sur le banc de touche, jusqu'au moment où ils sont même capables d'intégrer cela. Donc ces paliers, si vous les comparez dans le management, c'est comme si vous aviez des gens compétents techniquement, mais pour l'instant le besoin d'ordre et de sens, il est à l'extérieur. C'est le mode classique du chef de projet, qui incarne le sens et l'ordre. Quand l'équipe est capable elle-même d'intégrer ce besoin d'ordre, on va arriver à une équipe qui est auto-organisée. Parce qu'avant, elle va être organisée par le chef de projet, par quelqu'un d'autre. Quand elle arrive à intégrer ce besoin d'ordre, elle va être auto-organisée, mais elle a toujours le besoin de sens, le PO, dans le mode classique, qui dit où on va, qui décide où on va. Et puis quand celui-là, le besoin de sens, l'équipe est capable de le faire, alors elle est auto-gérée, pour différencier. Il faut juste comprendre que la cible classique de l'agile qu'on vise, c'est ici. Les équipes, les boîtes sont déjà très contentes quand on y arrive. Il faut bien comprendre qu'avec ça, vous aurez au mieux de l'agile, c'est-à-dire au mieux, vous êtes adaptatif. Traduction, vous êtes réactif. Il y a toujours quelqu'un qui vous dit où vous allez. Alors que là, vous êtes capable de décider
où vous allez, avec votre communauté ou tout seul, si vous êtes une start-up, etc. Si vous voulez être innovant, c'est ici qu'il faut viser. Ici, vous serez toujours que de bons fabricants rapides. Et pourtant, c'est la cible globale du marché. Je vais mettre le deuxième slide. L'idée, ça va être en fait que, pour ceux qui connaissent la spirale dynamique, on peut dire que grosso modo, il y a un certain nombre de compétences, il faudrait que je les mette par niveau plus tôt, mais ici, le but, c'est d'acquérir de la discipline. Le focus ici, ça va être d'acquérir de l'autonomie en termes de réalisation, puis une capacité de créer de la vision. Voilà. Donc grosso modo, ce qu'on va vous montrer rapidement, on remonte dans les bleus, il faut que je fasse des slides. Voilà. Je pense que c'est... Grosso modo, des choses vont changer. Par exemple, ici, le coach, je me suis comporté ici comme un dictateur bienveillant, pour prendre le mot de Linus Torvald. Mon but, j'incarnais le besoin d'ordre et de sens. Quand je suis arrivé, il n'y avait personne qui était capable de faire ça. Je n'ai pas commencé à leur faire une théorie de management. Non, je l'ai fait. Et en fait, ceux qui étaient prêts m'ont juste copié par l'exemple. Parce que c'est comme ça que l'humain apprend le mieux, c'est copier par l'exemple. Et donc, je mettais le focus sur, en l'occurrence, une seule personne ici, le PO, pour que lui, qui était un contributeur et un expert, puisse comprendre, et il va me mimétiser. Ce qui fait qu'à la deuxième étape, il sera capable d'être lui-même le leader, et moi je serai juste son conseiller à ce moment-là, puis plus tard, je serai juste en train de m'occuper de la systémie du groupe. Pendant que lui-même, il aura acquis cette posture de coach vis-à-vis du groupe, il ne sera plus un chef de projet, pour faire ça. L'équipe elle-même, qui au départ sont juste des experts techniques, vont être capables de comprendre où on va. Et un exemple type de discipline, c'est quand on était sur 3 sites quand même, Paris, Lille, Nantes. Quand vous faites des réunions où personne ne participe, où tout le monde se coupe la parole tout le temps, c'est la catastrophe. Une chose toute simple, c'est en instaurant de la parole tournante, les gens ne se coupaient pas et pourtant s'écoutaient. Ou en mettant un protocole dans la réunion qui permettait à ce que, effectivement, que la réunion de coordination était prédictive. On séparait les périodes, les discussions de réflexion des décisions de la coordination, pour que ça ne soit pas un gros chaos. C'est tout simple, mais ça fait déjà beaucoup de choses. Une fois que cette discipline est acquise, c'est pas toujours séquentiel bien sûr, ça permet aux équipes en fait de monter dans des différentes compétences et elles-mêmes ensuite elles vont arriver à un niveau où elles vont être capables d'interagir et elles vont le faire de manière naturelle parce que ça va devenir automatique. Et ce qui va permettre ensuite, et elles vont comprendre que, grosso modo, c'est OK de ne pas être d'accord et que travailler le désaccord permet de construire des visions communes. Mais par contre, une fois qu'on s'est mis d'accord et qu'on a décidé, on agit dessus. C'est un exemple. Ici, le coach va se focuser essentiellement sur la systémie du groupe que le leader finalement implémente et que l'équipe est capable en autonomie de réaliser. Et ici, les rôles un certain nombre de rôles vont commencer à se répartir dans l'équipe. Dès le départ, ça sera mis en route, mais au fur et à mesure, ça va s'intégrer. Donc les gens vont être capables d'avoir eux-mêmes les besoins d'ordre ou les besoins de sens parce qu'ils vont incarner les rôles tournants du secrétaire, du leader. Chacun va être à tour de rôle le facilitateur de réunion. Donc ils vont comprendre généralement, en étant facilitateur, que c'est très pénible quand A coupe la parole à B. Et ils vont le comprendre parce qu'ils seront facilitateurs. Et du coup, ils vont intégrer le truc et quand eux-mêmes ils seront nouveaux participants à la réunion d'après, ils vont naturellement ne pas couper. C'est un exemple tout simple. C'est déjà un bon début. Voilà, bon, alors on va pas en mettre trop là-dessus, mais il faut comprendre que même si vous prenez une seule petite compétence, il peut y avoir quand même, ça peut être un peu plus compliqué que simplement Yaka Faucon. Si vous prenez Scrum, basiquement ça se résume à ça. Hein. Si vous regardez un petit peu en détail, vous pourriez dire, effectivement, il y a le timeboxing, il y a l'inspect and adapt et la transparence, et dans les rôles, on dit le product owner ne doit pas être la même personne que le Scrum Master, et les équipes doivent être auto-organisées, c'est-à-dire toutes les décisions sont prises ensemble, et ils sont collectivement responsables. Ah zut, elle était là à Wikipédia. Où elle était? Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bon, j'avais un petit extrait de Wikipédia qui montrait ça, et donc, oui c'est bien, mais alors comment on fait ça? Qui aujourd'hui, quand il est sorti de l'école ou après quelques années,
À qui ont-on appris, qui aujourd'hui sait me dire on sait décider ensemble de manière facile et on est collectivement responsable? Levez la main. Merci. Donc en fait, on ne sait pas faire ça, naturellement. Et donc, c'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut le faire que vous allez le faire. Donc ça va se planter. Soyons honnêtes, il existe là un catalogue de 200 patterns autour de Scrum. Ça ne veut pas dire que Scrum se résume à ça, mais c'est bien comme ça que Scrum est dispatché dans les organisations par des consultants agiles qui le font by the book. Ceci dit, là-dedans, même si on trouve pas mal de patterns, on ne vous explique toujours pas qu'on est collectivement responsable. Ou autonome. Donc, prenons l'exemple, c'était là. Donc, si on revient, en fait, le premier problème auquel vous allez être confronté, je sais combien, 1 minute 29. Ok. Le problème que vous allez rencontrer, cache-moi celle-là pour l'instant, merci, que vous allez rencontrer quand vous êtes là, et on vous dit que c'est pourtant ça qu'il faut faire dans ce groupe, c'est, ah ouais, mais comment on prend des décisions ensemble? Et alors, généralement, ça tourne au chaos. C'est-à-dire, ça tourne à tout le monde a des opinions, festival d'opinions, où, au bout d'un moment, il y en a qui gueulent plus fort que les autres, et ils vont prendre le pouvoir, et les autres vont se taire, etc. Donc, généralement, on va perdre 80% des gens. Jusqu'à un moment, quelqu'un dit, le problème, c'est qu'on ne sait pas prendre des décisions ensemble. Il y en a qui vont farfouiller sur Internet, ils vont regarder, et dire, ah, c'est génial, il y a le consentement. Ok? Donc, on va mettre en place le consentement, c'est génial. On ne vous dira pas pourquoi. On va mettre en place le consentement, et puis ça va se faire, et il va se passer un certain nombre de choses, et généralement ça va encore foirer, parce qu'on va avoir au festival d'opinion à ce moment-là, où, deuxième chose, il va y avoir un certain nombre de grandes gueules qui vont utiliser le consentement pour dominer les autres. Par exemple, je suis un assertif dominant, je vais dire, bon, j'ai une proposition, qui a une objection? Et je vous regarde comme ça, voilà, le premier qui rigole a perdu, et voilà. Et c'est adopté, on a pris une décision collective. Donc, c'est un exemple, hein. C'est très très vrai des anciens managers ou des gens qui sont un peu dominants, ou ça peut aussi être récupéré par les... Merci. Ça peut être récupéré aussi par ceux qui vont courir ou les résistants à ce système, qui peuvent juste se servir de ça pour mettre tout le temps des objections pour bloquer le processus, comme les députés font quand ils veulent bloquer un processus. Comment est-ce qu'on a hacké ça, pratiquement? Eh bien, on a dit, on va couper, il n'y a pas que des objections. Soit on peut faire des objections, c'est-à-dire quand l'objectif n'est pas acceptable, ou il se peut que, en fait, c'est pas une objection, ce que je veux, c'est pouvoir dire, c'est ok, mais je pense qu'il y a tel problème qui va surgir, on va appeler ça une préoccupation. Et puis tout le reste, ça va être des opinions, et on va se mettre d'accord que quand on réfléchit ensemble, on a droit à toutes les opinions qu'on veut, mais au moment qu'on a une proposition et qu'on décide, on n'a plus que le temps de traiter les objections, et on traite les concerns si on a le temps. Et le fait de prendre simplement cette catégorisation-là, ça va éviter, ce que j'ai déjà vu ailleurs, des gros discours sur la raison d'être, sur ceci n'est pas une objection, et on va avoir dans des points philosophiques. C'est une catégorisation très simple qui permet d'être implémentable sans trop de discussion. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, il faut bien comprendre. La sociocratie 3.0 introduit déjà le consentement à 2 niveaux. Marie Miyashiro a introduit un consentement à 7 niveaux, trop compliqué pour moi, à expliquer aux gens. Ça, c'est facile à comprendre. D'ailleurs, on avait une vanne avec ça, c'était au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un qui a une meilleure idée, qui pourrait faire autrement, etc. etc. Il dit, hop, et au moment où il faut les lever la main pour dire, on lui demandait, qualifie ton truc. Est-ce que c'est une objection? Est-ce que c'est un concern? Est-ce que c'est une opinion? Donc déjà, le fait de devoir lever la main et de qualifier, je dois réfléchir à ce que je dis. Et il y a 80% des gens qui levaient juste la main sur une opinion. Et là, on lui sortait, oui, alors, au départ, on avait bien précisé, merci pour ton opinion, on s'en fout, c'est le bon moment de la décision, et les opinions, c'est comme être une cul, tout le monde en a au moins une. Donc, enfin, bon, c'est un peu, ça manque de délicatesse, mais ça précise bien le problème. Les opinions, c'est avant d'élaborer la proposition, pas après. Sinon, on réouvre le débat à n'en plus finir. En mettant en place ces petites règles, ça permet d'éviter les problèmes suivants. Généralement, quand vous passez de quelque chose qui ne va pas, qu'on vous a dit de faire, mais vous ne comprenez pas pourquoi, il faut comprendre c'est quoi le problème, puis il faut trouver la solution, et en fait se débarrasser des obstacles qu'on va rencontrer sur notre chemin. Et savoir comment on va les contourner. C'est ça. Alors, ça a l'air simple, mais généralement, de là à là, vous avez perdu 80% des gens. Ensuite, il faut comprendre pourquoi on veut le faire. On va encore perdre 80% des gens, parce qu'ils ne comprendront pas ce qu'ils font. Et puis, ceux qui sont prêts à
à le mettre en œuvre, vont se rendre compte qu'il y a encore des difficultés d'ordre pratique. Pour ceux qui connaissent la spirale dynamique, ce sont simplement les critères C2, C3, C4, c'est-à-dire être capable d'identifier un problème, d'identifier une solution potentielle et de mettre en place et de comprendre les obstacles à la mise en place. Alors, ça a l'air simple comme ça, ou ça a l'air trivial quand c'est comme ça. Le problème, c'est que dans la même société, des gens avaient fait l'expérience du consentement, et la plupart du temps, ils s'en étaient arrêtés là. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas expliquer c'est quoi vraiment le consentement, ils ne savaient pas expliquer, ils ne savaient pas, c'est eux qui m'ont aidé dans ce problème-là. C'est-à-dire que ça peut se faire hacker. C'est facile d'expliquer le consentement, enfin on pourrait en discuter, mais on va peut-être pas le faire maintenant, c'est sur le coup du mariage. Vous savez qu'un mariage, on le fait par consentement. C'est Pierre et Marie vont se marier. Est-ce que quelqu'un ici dans la salle a une objection? Ça, c'est un consentement. Si vous le faisiez en consensus, ça donnerait Pierre et Marie vont se marier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, il y en a qui vont dire non, mais moi je suis pas d'accord parce que je voudrais qu'elle se marie avec moi. Et t'as l'autre qui dit non, mais je trouve qu'ils vont pas bien ensemble, il faudrait mieux se marier avec machin, etc. Donc là, c'est pas gagné. Vous avez le compromis, aussi c'est très bien le compromis. Pierre et Marie vont se marier à 60%. Donc, à ce moment-là, ils auront 40% de temps disponible qu'ils pourront utiliser comme ils veulent, et 60% du temps affecté au mariage. Si jamais ils divorcent, l'autorité parentale sera répartie à 60% aussi, en cas de divorce, ça sera 30% et 30%, etc. etc. Bon, ok, alors c'est peut-être plus proche de la réalité, notez bien. Hein. Oui, bon, ça, c'est la Puis la version comme avant, c'est ma fille, j'ai décidé avec qui tu vas te marier. Voilà. Alors, on n'est pas totalement dans la décision collective. Hein. Mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que comment vous voulez décider en groupe. C'est intéressant de faire simplement de comparer les modes. Il faut bien comprendre que le mode de décision n'a rien à voir avec un processus de décision. Beaucoup de sociétés vous diront qu'on a un merveilleux processus de décision qui dit en fait qui peut décider quoi, jusqu'à quelle hauteur, etc. Mais ils ne vous disent pas comment on décide. On fait une réunion et ultimement le chef décide. Alors le chef de quoi, de qui, comment, et puis généralement on rediscute à la machine à café après. Bon, donc il y a un certain nombre de problèmes qu'on connaît, et si, quand vous avez vu tout ça, c'est pas tout de prendre la petite case qui dit je prends le consentement et je l'implémente, il y a quand même un petit chemin qui risque de se produire entre ça et son succès. Ce que je vous propose avec ça, c'est qu'en fait, je suis souvent pas le seul qui a eu ces problèmes, et l'idée c'est justement de se mettre ensemble et de partager les problèmes qu'on a eu sur la mise en pratique. C'est ça l'intérêt de ce meet-up, parce que si on partage tous les erreurs qu'on a eues, on aura plus de chances ensuite de ne pas les renouveler. Ça s'appelle la via négative. C'est-à-dire dire ce qui ne va pas, pour qu'ensuite on puisse trouver collectivement ensemble ce qui pourrait aller. Voilà. Ensuite, on va prendre un autre exemple sur cette histoire de modèle d'Erdőn, c'est-à-dire sur la montée des compétences progressives. Certains, au moment des revues, ont dit oui, mais alors c'est simplement Tuckman, que vous connaissez peut-être, sur le norming, forming, storming, etc. Oui, c'est bien, mais ce que nous dit Tuckman en essence, c'est que la performance, elle va venir de la capacité à confronter nos points de vue avec authenticité. Hein, en gros. Si on n'est pas capable de dire ce qui ne va pas, ça ne va pas se résoudre. Ford, dans ce modèle-là, nous dit que si il y a une tension émotionnelle au moment de la création d'un groupe, et que si on essaie d'éluder la phase de confrontation, ça ne va pas être très très bon. On n'aura pas un résultat, on fera du comme d'hab. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Lencioni, il nous dit aussi que l'évitement de conflit, c'est en fait une cause de dysfonction. Il parle des problèmes de dysfonction d'équipe. Et puis, pour ceux qui s'intéressent à Google ou Edmondson, qui a travaillé pour eux sur la sécurité psychologique, un des critères, c'est d'être capable d'être en désaccord avec les autres. Ça veut dire quoi, en fait? Le but, c'est que s'il y a des différences d'opinion, il faut être sûr que ça ne dégénère pas en conflit d'opinion ou en conflit de personnes. Et donc le but, pour que ça n'y arrive pas, il faut être capable de structurer ça. C'est ce qu'on a fait, on vous a montré avant. Parmi les réponses, il y a être clair sur la méthode, et notamment dans le consentement, je dois dire, c'est pas je suis pas d'accord, ou je suis d'accord. Il suffit de dire, j'ai une objection, et la voici. Je donne la raison de mon objection. Ça devient raisonnable. Je n'ai pas dit rationnel, j'ai dit raisonnable. De manière à ce qu'on puisse en discuter. Ça suppose aussi que j'ai un minimum de clarté sur ce que j'ai fait, ce qui n'est pas toujours gagné. Ça suppose aussi qu'il faut savoir si on a un mode de réflexion ou de décision, c'est être capable de voir éventuellement comment je peux partager aux autres mes raisonnements, et pas simplement les convaincre ou les embobiner, et clarifier ses attentes et ses intentions. Également, quand c'est de la simple synchro, le but c'est pas de réouvrir chaque fois une tranchée, donc en fait, protocoler cela. Tout ceci va amener en fait,
globalement, très rapidement, on voit que ces différents modèles-là arrivent sur un des points qu'on voulait mentionner avant, la sécurité des échanges. C'est-à-dire la couche d'interaction va être en fait sécure. Et on saura être en désaccord sans que ça soit un problème. On saura où on est d'accord, on saura où on n'est pas d'accord. Et là, j'aurais bien mis, mais on va voir quand même sur un petit 10 consentement. Fondamentalement, ce qu'il faut voir, c'est que c'est juste un petit truc. Dans la pratique, au moment où les gens, ce qu'on avait dit, c'est que quand les gens exprimaient « je vois tel problème, je propose telle solution, il faudrait faire ça, ça demande telle capacité, etc. etc. », les gens avaient juste besoin de mettre, avant en fait, on pourrait prendre celui que tu as sur ton exemple, avaient juste besoin de mettre, chacun des membres de l'équipe et en asynchrone pouvait mettre « OK, KO, pas d'opinion ». Donc cette décision il n'y avait pas besoin d'interminables choses en réunion. Et donc quelqu'un travaillait là-dessus ou à deux sur la phase de réflexion, la proposition arrivait, elle était claire, et ensuite les gens pouvaient simplement y aller en asynchrone et on ne discutait que s'il y avait un chaos. Bon, ça veut dire qu'il y avait une objection et on commençait à l'approfondir. Et ça, il n'y en avait pas qu'une. Tu fais un zoom sur vos rêves. C'est-à-dire qu'en pratique, sur un des domaines donnés, ça pouvait travailler en parallèle sur les différentes choses qui se faisaient et on voit ici les résultats qui étaient là. Une fois que ce protocole de décision est intégré, c'est juste quelque chose de totalement opérationnel et structuré, comme dans tout le reste. C'est extrêmement fluide. Voilà. Donc en fait, ça a l'air compliqué comme ça, mais une fois que c'est acquis, c'est acquis. Aujourd'hui, quand vous faites monter sur un vélo, vous ne vous posez pas la question structurellement sur comment ça marche, quelles sont les lois de la physique, l'effet gyroscopique et tout ça. Non, vous le montez, vous le faites et puis c'est tout. C'est acquis, c'est intégré. Et c'est la data. Donc si tu veux me remettre dans le défilé, alors si on reprend maintenant les messages clés, encore, ouais, attends, on remonte, voilà, donc on est là, donc ok, tu as combien la minute 40. Si on récap, on pourrait dire cela. Aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'on ne se focus que sur les compétences dites de workflow. C'est-à-dire sur la... Regarde si c'est toujours rouge et ça enregistre, parce que ça peut... C'est bon, c'est rouge. Merci. Donc le problème, c'est que ne regarder que la compétence organisationnelle de coordination, c'est trop simple. Ça ne va pas suffire. Une équipe, ce n'est pas juste un processus. Si on veut que effectivement un certain nombre de postures, type direction, mise en retrait, etc., directivité, s'arrêtent, il faut mettre quelque chose d'autre en place. Et pour ça, il faut que les gens acquièrent des compétences. Des compétences d'ordre social, d'interactivité et culturelle, on en a moins parlé ici. C'est-à-dire comment est-ce que je vois que je ne pense pas comme toi. Et en quoi on peut se mettre d'accord ou pas dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le social et le culturel vont bouger. Il ne s'agit pas de mettre juste en place une série de tools ou une série de pratiques type Kanban ou du post-it au mur. Le social et le culturel, ils ne bougeront pas parce qu'on vous dit de ne pas le faire, mais parce qu'on vous dira comment vous pouvez faire autrement. Ensuite, on va d'abord essayer de créer une équipe. Elle va être autonome et elle va monter en compétences, y compris sociales et culturelles, et la performance en découlera. Je passe celui-là, ici, voilà. Et pour que cela soit possible, il faut que les compétences soient intégrables et transmissibles. C'est-à-dire qu'il faut être capable de les rendre dans des structures autoportées, il faut comprendre les obstacles qui vont se donner, il faut se donner le temps d'intégration. C'est le cas des 4 étages d'Erden. Ce qui n'est pas tellement vu aujourd'hui, parce que l'agile se focus surtout sur l'autonomie, c'est qu'on ne voit pas tellement l'aspect sous-jacent que ça nécessite de la discipline. C'est un petit peu comme les poubelles. Personne n'a envie de les sortir, mais si on ne les sort pas, si on ne donne pas un rôle tournant, et à un moment ça commence à puer. Donc il va falloir, même si ce n'est pas grave, les corvées, il faut se les partager. C'est ce qu'ils avaient trouvé en fait chez eux, dans le cas des capitaines de sprint. Personne n'avait envie de se coordonner ou d'aller contrôler les autres, mais en même temps, si on ne le faisait pas, ça se cassait la gueule. Donc du coup, ils ont fait un rôle de contrôleur tournant et bienveillant. La bienveillance ayant été apprise autrement. Par ailleurs, l'idée c'est qu'en fait aussi, on puisse
comprendre. On a vu l'exemple du consentement, on a vu que c'est pas toujours simple, et pour ça, le but, c'est de pouvoir partager les obstacles, notamment à plusieurs, pour qu'on puisse faire un recueil de c'est quoi tous les obstacles qui peuvent arriver quand vous mettez ceci en place, de manière à ce que vous compreniez ce que vous puissiez faire, que vous sachiez remettre les pieds dedans. Il faut donner le temps de l'intégration, c'est-à-dire pas espérer qu'on vous tape une tonne d'informations au départ et la semaine d'après c'est opérationnel. Il faut faire un petit peu, intégrer, et quand ça devient OK, on peut passer à la suite. Paradoxalement, pendant ces différentes étages, la forme de l'accompagnement va changer et la forme des rôles va changer. Au début, je me substituais à ce qui n'était pas présent, en l'occurrence la vision et l'ordre, et au fur et à mesure, je me retirais d'abord sur l'ordre, puisque l'ordre était autoporté, et ensuite sur la vision, puisqu'ils étaient capables non seulement de comprendre ce qu'ils faisaient, mais de dire où ils voulaient aller, parce qu'ils étaient capables d'interagir. Si on veut un petit peu prendre du recul, en fait, j'ai copié ça de quelqu'un qui s'appelle, rappelle-moi, Brett Victor. Qui connaît Brett Victor? C'est en fait un ingénieur assez génial qui a inventé l'interface de l'iPhone. Qui s'intéressait aussi à la, je sais pas combien, 44. à la psychologie cognitive. Et donc il s'est regardé un petit peu comment est-ce qu'on apprend. Il dit en fait, l'humain en général, au début, quand il commence un nouveau domaine, il bricole. Il travaille avec ses mains, il essaie des trucs. Et généralement, ça lui suffit. On a besoin de comprendre les principes parce que ça marche. On n'a pas un modèle clair de ce qui se passe en dessous le mental. Ça marche et on est content. Et puis, il arrive un moment, dans le cas précédent, dans la révolution industrielle, c'était l'engineering, on commence à comprendre ce qui se passe en dessous. Ici, dans le modèle quantitatif, on s'occupait des maths parce qu'on avait besoin de quantifier comment ça marchait. Et on commence à être capable de modéliser cela. Alors, on n'a pas encore une vision de la théorie, mais on commence à être capable de partager des mots dessus. Et quand ces choses s'articulent, on arrive carrément à avoir une vision intégrée et on appelle ça de la science. Aujourd'hui, alors ce qu'il dit également, c'est que le bricolage, il va mettre l'accent sur la manière dont les outils pour bricoler. C'est-à-dire, on invente le marteau, on invente la scie, on invente les clous, puis on passera du clou à la vis, puis au début, tu as au tenon et mortaise, et puis à la fin, on finit avec le poumon, etc. À un moment, là, le focus va plutôt shifter sur les outils conceptuels, parce que ce qu'on a besoin, c'est d'être capable de représenter, de comprendre ce qui se passe, et plus tard, des outils pour voir. Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez présent dans l'agile, puisqu'on parle beaucoup de management visuel. Ça ne manque pas dans l'agile, puisqu'il y a des post-it sur tous les murs, mais il n'y a plus assez de murs, et tous les traîneaux virtuels. Mais il n'y a pas grand-chose là autour. Les outils conceptuels. Or, un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait dans l'agile. Aujourd'hui, on ne sait pas se représenter les problèmes d'interaction et on ne sait pas se représenter les problèmes culturels. Donc on n'en parle pas trop. Ou alors on en parle de travers. La proposition de là derrière, c'était de dire, ça serait quand même vachement plus cool si on commençait à comprendre ce qu'on fait derrière tous ces outils et ces pratiques. Donc par exemple, comprendre qu'au besoin d'outils de personnel, d'outils d'organisation, il faut être capable de comprendre où on va, être capable, dans un team, il sera soutenu par les modèles le fait de comprendre comment ils se coordonnent. On a besoin de se soutenir et on a besoin de compétences. Ce qui va, enfin, qu'on agrandisse, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que ici, ça va permettre une croissance technique et relationnelle. Ici, si tu veux me montrer où je vais, ici, la sécurité psychologique permettra en fait de nourrir le teaming. Et ici, en fait, les interactions vont être normées, c'est-à-dire que ça ne sera pas le chaos. Ceci va donner de la clarté et les modèles d'équivalence entre personnes qui permettront le team. Et là, on va avoir, par exemple, comprendre le sens et la direction, ce qui manque souvent dans beaucoup de types, ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande de faire, pour autant que la personne qui leur demande comprenne le même. Donc ce qu'il faut là-dessus, c'est être capable de mettre en place ces différents concepts et de mettre des compétences transmissibles facilement en face, si vous voulez que ça marche. Et voilà. Donc là, on a fait un petit modèle, on a mis des mots qu'on partagera plus tard sur qu'est-ce que ça serait effectivement la sémantique de l'autonomie qu'on va mettre en place. Voilà. 47-30. Voilà, des questions. Et maintenant, vous avez droit à vos commentaires. Petit tour de comment vous sentez-vous. Si je dirais. Je vais commencer, la personne qui m'a motivé. J'ai l'impression d'avoir pris de grand 8. Ça, c'est mon état actuel. Par contre, super content parce que j'ai souvent
vécu des morceaux, appris certaines briques, ou en tout cas essayé d'en apprendre, mais j'avais pas ce plan, j'avais pas ce que tu avais dans la tête en fait. J'avais pas ce que vous avez dans la tête, j'avais pas cette vue d'ensemble sur pourquoi certaines choses étaient faites, pourquoi un ensemble de ces choses étaient faites. Et là aujourd'hui, je vois plus clair sur. J'ai le plan vu d'en haut et non pas des zooms sur certaines parties. Et le fait de voir la vision, ça te donne quoi? Ça te fait quoi? Ça me permet de réaliser certaines choses que je n'avais pas réalisées avant. Que j'avais peut-être pas comprises ou pas maîtrisées. Donc un besoin de claquer, et puis, et ça prend comment? Ça me donne envie d'aller plus dans la précision maintenant. C'est tout le paradoxe, hein, mais le fait d'avoir vu le plan d'ensemble, il y a des briques où je me dis c'est peut-être des choses que j'avais pas compris, ou peut-être des choses où j'avais pas les moyens ou les stratégies de les articuler les unes avec les autres. Merci beaucoup. C'est bon pour toi? Moi, je vais bien m'exprimer. Mon sentiment, il est ouais, peut-être un peu sidéré finalement. Le fond, il est là, il est clairement là. Enfin, nous, on l'a vécu, donc on comprend. Moi, je le comprends très bien. Pas de souci à ce niveau-là. Je suis peut-être dubitatif sur la forme, voilà, complètement, par rapport au message que vous voulez faire passer. Voilà. La forme est peut-être pour moi pas la bonne dans l'utilisation de cette puce-là. Nous on le connaît, c'est assez fluide, on voit un petit peu les interactions. Je me mets peut-être à la place d'autres personnes. Mais déjà moi, il y a des fois, ça va dans tous les sens. Machin. Bon, heureusement qu'on a déjà fait ça avec toi et qu'on connaît les trucs. Mais je me dis, un béotien qui a quand même quelques notions, il est vite paumé. Voilà. Pour moi, il est vite paumé par rapport à la forme. Le fond, il est là. Il y a quelques liaisons que vous devriez mettre un peu plus en avant. Vous avez un plan de présentation de ce que vous voulez dire. Au début, vous refaites un petit peu l'histoire. Voilà l'histoire. On va zoomer sur quelques petites parties de l'histoire et après revenir en arrière et redonner un plan global. Peut-être un peu plus de fluidification là-dessus, de rappel quelque part. Ça serait quoi le plus fluide? Ça ressemblerait à quoi quand c'est... Dans les enchaînements un petit peu pour bien montrer là où est-ce qu'on en est dans ton histoire là, que tu es en train de raconter, pour des petits rappels. Là on en est là, on n'est pas dans un autre chemin, non on est toujours sur le même chemin. On a fait un zoom là, on revient en arrière, ça fait partie de cette picture là. Vous le faites un petit peu comme ça, c'est peut-être un peu trop implicite, je pense. J'ai pas une proposition en direct à te donner, mais déjà passer peut-être en mode classique slide avec moins de bruit sur les slides. Plus le message essentiel sur chaque slide, ça passerait mieux. C'est une opinion très personnelle. Mais très content d'avoir revu ça, mis en cinématique, en lumière. Moi pareil, je suis content qu'il va avoir cette présentation, concernant le travail qui a été fait. Et moi je prends le contre-pied de ce que tu disais. Dominique, pour moi, ça représente la complexité que vous avez eu à travailler, à gérer ce chaos. Toutes les revues, on va en hauteur, on revient, on repart, on revient sur plusieurs sujets. Pour moi, ça fait partie. C'est ce qu'il fallait montrer. En disant, voilà, c'est un sujet pas simple. Voilà où on était, voilà ce qu'on a fait. On a dézoomé, on rezoome. Je vous donne un focus là-dessus. Effectivement, il manque juste un petit bilan, c'est le côté... vous avez un plan au début, il faudrait dire, voilà, on en sort dans le plan. C'est-à-dire, là, je vous explique comment j'ai fait, là, je vous explique comment j'ai fait ça. C'est juste de redire 5 secondes à chaque fois où on en est. Ça pour avoir le fil conducteur. Mais pour moi, c'est ça, ça montre bien la complexité du travail qui a été accompli. Mais pour moi, c'est du jeu, je pense. Moi je dirais content, amusé et excité. Alors content parce que en fait ça fait un gros flashback des 2 ans.
Parce que même si on n'était pas des Avengers, on a vécu à peu près les mêmes choses quand même, on a expérimenté les mêmes outils, les mêmes patterns. On s'est cassé les dents à peu près sur les mêmes choses aussi. Amusé sur la forme et les quelques anecdotes. Les histoires façon Luc, quoi, ça manquait, je pense. Et excité parce qu'en fait, j'ai aussi fait un constat que il y en a peut-être qui sont en train de faire des switches chez nous. Et du coup, à le voir écrit, je me suis dit, machin, il est là. Il est à cet endroit-là, quoi. Par rapport à des demandes qu'on a pu me faire ou des retours. Et ça, c'est amusant et c'est assez excitant en même temps parce que tu te dis, il y a des choses à enclencher. Par contre, il faut l'énergie pour accompagner ça. Et sinon, sur la forme, en critique constructive pour vous, je rejoins mes camarades sur le retour à un plan régulièrement avec on en est là, ou je sais pas, une frise qui indique dès le début tout ce qu'on va faire et avancer dans le temps. Parce que effectivement, il y a un moment où j'ai été un peu perdu, mais tu disais toi-même, il faut que je fasse un slide, donc je crois que là, il y a un peu de clarté à ajouter à cet endroit-là. Mais c'est avoir en gros le chemin de toute l'histoire qui soit revu régulièrement pour savoir où on en est et pourquoi à cette étape-là on a expérimenté ça, parce qu'on avait la maturité sur ça, que ce soit visuel en fait. Merci. Et moi, je me sens... Alors, je suis exténuée, mais ça m'aide pas trop. Mais par contre, je suis ultra contente d'être là et ça remplit bien des petits besoins de curiosité chez moi parce que j'avais assez hâte de voir. Parce que moi, justement, j'ai pas connu tout ça. Je suis arrivée après. Donc, j'ai pas eu vraiment tellement l'occasion de te voir à l'œuvre vu que j'avais envie de voir ça aussi. Donc, je trouve ça cool. Diego, je t'ai un peu plus vu faire, mais quoique, j'étais aussi très surprise et très contente de te voir à l'œuvre également, donc petit besoin de curiosité qui sont là. Et je me sens dans le confort parce que j'ai beau justement pas avoir connu tout ça, je comprends, je suis pas perdue et en fait ça me rassure sur moi parce que je suis satisfaite du niveau où j'en suis et qui me permet d'avoir la compréhension suffisante et d'avoir déjà le background qu'il faut pour être là et sans être perdu. Après au niveau critique, moi tu m'as perdu quelques fois, mais encore une fois je suis pas au top de ma forme là, donc c'est juste ce qui arrive. Par contre, naturellement, tu m'as toujours raccroché. Enfin, je dis tu parce que Diego, j'ai pas eu cet effet-là, mais ta présentation était aussi beaucoup plus courte et au début. Donc je sais pas s'il y a pas un effet de lassitude peut-être aussi ou ce genre de choses. Mais à chaque fois, tu m'as raccroché, Luc, sans que ce soit moi qui ai besoin de me remettre dedans à fond. Donc il y a toujours eu des choses qui m'ont fait revenir. Et par contre, sur le format de présentation en soi, donc ce qu'il y a de projeté à l'écran, je regardais quasiment pas en fait. Ta parole était quasiment suffisante et du coup, est-ce que simplifier ce serait nécessaire ou pas, je ne sais pas. Moi, ça m'a pas trop choqué. Oui, en effet, il y a eu des allers-retours, mais aussi parce que voilà, il y a encore des petites mises au point à faire pour vous, donc ça m'a pas perturbé. Mais en gros, moi, ce que j'en retiens, c'est que pour tous les deux, je me suis pas basée sur les visuels du tout quasiment. Je vous ai juste écouté et ça m'a suffi. Ça m'a suffi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Si vous aviez 2 trucs à changer ou à rajouter, vous feriez quoi? Chacun peut en rajouter. Le mini-plan. Ouais, Non. dans mon histoire, rappeler les chapitres. En fait. Rappeler chaque moment de discussion. Et sur les moments où du coup tu zoomes, avoir des zooms simplifiés. Parce que tu as la vue d'ensemble où tu vois bien la complexité du truc. Par contre, quand tu veux zoomer sur quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait 50 trucs éparpillés à lire. Quand tu zoomes, c'est pour pointer sur quelque chose de précis et de simple. Du coup, il y a certains slides où, même en zoomant, et il y en a encore 50, c'est écrit en petit, tu dis « ups ». Ou le rappeler juste, je en pense disant sur l'arbre on entre en conclusion, où en fait finalement on peut ne montrer que l'arbre, parce qu'en fait pour reprendre les termes, l'explication suffit. peut-être le dire.
Ouais. Moi, au C'est niveau le cas. de mon opinion, encore une fois, je simplifierais. Il y a des people qui vont essayer de lire plutôt que d'écouter. Si tu mets trop de trucs sur l'écran, ils vont lire et ils vont plus écouter. Le message, il est à l'oral, il est suffisamment beau pour que vous permettez de simplifier un peu ce qui est écrit. Ça, c'est un avis très personnel. Sur toutes les parties. Ta partie est fluide parce qu'elle est limitée. Là, après, Luc fait un ensemble de zoom, machin, avec des termes un peu dans tous les sens. Nous, on a été habitués. Tu en reviens 2 ans avec un truc comme ça, je te dirais, bon. Puis elle est temporelle aussi, la chaîne. Ouais, oui, mais en fait, et dans ta partie, il y a énormément de détails, mais tu zoomes pas dessus. Tu parles de la globalité. Donc on cherche pas forcément à savoir tout ce qu'il y a sur le petit post-it en bas à gauche, machin. Tu parles de l'ensemble. Donc là, on fait beaucoup de zoom et on garde encore plein de post-it. Et du coup, on a tendance à se dire, bah attends, il est sur lequel, il est où et il y a de ça, quoi. Après, tout dépend de votre public aussi. Là. Voilà, c'est qui ton auditoire, c'est quoi leur Et la tête de niveau. l'écran. Bah oui. J'ai eu une crainte sur ça à un moment en me disant, mais là-bas, est-ce qu'ils sont au courant de quel matériel ils vont avoir, de comment ils vont pouvoir diffuser si le gars il dit, ben il me faut votre PowerPoint sur une clé USB, ben voilà. Là, pour moi, vous attendez un public de quel niveau? C'est quoi votre auditoire? Des managers, des Scrum Masters et Des mecs expérimentés déjà. Un peu de dev des fois. Oui, tu peux avoir des doueurs, ouais. Moi, le truc qui. Je suis sur l'aspect de plan pour suivre la présentation, ok, mais par contre, un truc que moi j'aurais apprécié, ça serait d'avoir un autre plan, mais qui regroupe les concepts, les idées, le nom des concepts utilisés. Enfin, il y en a, je ne sais pas combien de noms vous avez cités, combien de techniques elles sont citées, de savoir à quoi ça correspond, dans quoi ça va. Qu'est-ce que je pourrais moi réutiliser de tout ça pour ressortir avec un réel savoir, parce que on apprend beaucoup de choses, mais pour se repérer dans tous les concepts et dans tous ces gens-là, moi c'est pas encore super acquis et j'étais un peu perdu. Alors je sais pas si on peut imaginer un glossaire, un truc sous forme de plan, mais pas dans la présentation, hein, dans le... Mon opinion, et ce que j'en ai compris, c'est que c'est l'invitation au meet-up. Je suis inquiète pour rédiger un bouquin. C'est l'invitation au meet-up en fait qui essaye de répondre à ça, de ce que moi j'en ai Je compris. n'hésiterai pas à la refaire quand on demandera c'est quoi un ESX. Je m'en rappellerai. Et en fait, un truc que j'ai hésité, parce que c'était aussi des solutions, c'était, tu vois, tout est en fait sur le plan des compétences, qui pourtant est simplifié, tu sais, que je vous montre en 3 couleurs. Et l'idée, c'était de dire, vous inquiétez pas, vous l'aurez sur le web, et je vous le montre là, il est en A0. Le but, c'est pas que vous le reteniez par cœur, c'est juste que vous sachiez, que vous compreniez la différence de surface, mais c'est peut-être un message à passer, un truc. Au départ, vous allez vous cibler sur Scrum, regardez ce qui manque. T'as pas besoin de comprendre quoi, mesure juste la surface. Bah, à ce moment-là, c'est bien fait, effectivement. On voit qu'il y a plein de choses, c'est complexe, et puis tu as des gros pâtés pour dire ça sert à ça. Voilà, d'où c'est le slide web. Par contre, le passage où tu as dit plusieurs fois il faut que je fasse un slide, là, effectivement, ça fait trop de post-it, trop fouillis. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est Ouais. 3 fois. On Voilà. peut même faire ça. Si tu veux. Tu veux un zoom arrière encore? On va vous montrer un certain nombre de compétences. Par rapport à Scrum, il y a un certain nombre de compétences. Vous allez les retenir maintenant la liste. Là, tu pourrais mettre Scrum en grand, tu vois, Oui. que sur ton petit carré. Vous l'avez en A0, tu mets c'est pas ça. de carré. C'est Scrum ça. only. Voilà, donc Mais là, je vois pas. il y a un certain nombre de compétences. 2. Vous avez, en grosso modo, elles permettent cela. Ouais, ça c'est très bien. Et 3, il faut comprendre qu'on n'a pas inventé, mais on n'a pas pu non plus réutiliser les choses telles que vous les trouvez dans le marché. On a dû faire de l'adaptation. Et c'est ça qu'il faut qu'on partage aussi. Ton échelle est trop petite. Si tu projettes Ouais. ça, ton échelle là, il faut Voilà, l'agrandir. là. Voilà, faut Tu peux vraiment. reprendre, c'est plus la blague. Là, tu as besoin d'un truc quantitatif quelque part. Parce que fondamentalement, c'est ça le message. C'est-à-dire Ouais. que toutes ces choses existent, mais il faut les adapter, et il faut comprendre ce qui va se passer quand vous allez les mettre en œuvre. Et elles nourrissent les 3-4 autres plans. Là c'est déjà mieux. Ouais, Là, du coup, tu scannes visuellement le Ouais. truc. Tu n'as pas besoin de lire en détail. oui. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Tout dépend de votre public, encore une fois. Bah, c'est l'émergence avec ce que Lisa a dit en disant en fait le discours est suffisant, il n'y a pas besoin du support. Et c'est là que tu te dis bah j'ai Ouais, peut-être là, moi tu trop simplifies. cherché à lire ce qu'il y avait dessus. Ouais. Mais je vais carrément le dire.
C'est-à-dire que je vais arriver avec un 0 ou un truc comme ça, si tu fais un zoom arrière, c'est 3 fois la même chose. Là, vous avez des compétences en orange avec certaines choses ont été prises et pas dans la technique. Bon, parce que géographie, on a implémenté 2 trucs sur 3, comme Z. Et donc, ah ouais, tu dupliques, ouais. Là, tu fais ton. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces compétences, elles servent en fait ces grandes catégories. Et en fait, tu viens pas de m'inscrire quelque chose là? Non. Si. Délibération de structure, rappel et disparaître. Bon, c'est pas grave. Mais tu peux le mettre juste au-dessus. Oui, donc elles sont sous ton post-it. Oui, mais parce que D'accord. j'ai mis Scrum en fait. Ok, ça En grand pour que ce soit. Ouais, bah, là c'est bien. Ouais. Ouais, Scrum, c'est la case. Éventuellement. Scrum, c'est la case d'en dessous. Ouais. Bon, enfin, ok, on va trouver un truc. Mais l'idée, c'est de comprendre. Le fait, on pourrait dire ça, c'est un triple message. Il y a un certain nombre de compétences qui complètent Scrum. Et alors, en ce moment-là, on fera un cadre de couleur pour qu'on identifie bien. Mais une échelle rouge et orange, Ouais. c'est ce que ça veut dire. C'est ça. Tes trucs rouges, c'est Ouais. quoi? Très Les bien. trucs oranges, c'est parfait. Parfait. De tout ça, il faut retenir qu'en fait, Genre globalement, voilà ce qu'il faut en retenir. Et en fait, il y a différents niveaux d'adaptation ou d'émergence. Voilà. Et ensuite, on va en prendre une et on va vous la détailler en détail. On va montrer un petit peu les problématiques d'implémentation. Là, je n'étais pas terrible, j'ai pas suivi le plan que j'ai suivi la dernière fois. Voilà. Moi je me dis qu'encore une fois, j'avais commencé à dire les titres de mes slides avec le on apprend à rouler Oui. ensemble, etc. Oui. Et je sais que sur quasiment la slide suivante, j'ai oublié de le refaire. Troisième, t'en Sachant l'indication de Ouais. temps, je vais pouvoir poser un peu plus la chose. Et que moi, pour le plan, je te suggère, tu vois, quand tu dis, tu prends voir ta partie. Le troisième, t'en parles plus, ouais. Tu te donnes plus. En fait, quand tu prends ton premier, prends le stade global, c'est pour le dérouler, si tu prends le déroulé. Voilà, c'est-à-dire que quand tu dis là, quand tu es là, ça serait cool que tu dises, en fait, il y a eu 4 grands temps. Tu précises les grands temps. Ouais, ça je l'avais fait sur un des slides en plus, j'avais Oui, divisé en 4. voilà. Et maintenant, alors on va pas vous présenter tous les machins en détail, on va faire un zoom sur ces 4 temps et on verra plus tard, tu l'annonces, que ça correspondra à 4 niveaux d'intégration. Comme ça, tu préannonces la suite, voilà. Parce que du coup, ça explique le merdier. Enfin, parce que sinon, on on pourra demande faire mes séparations dessus. Mais disons, ce que tu as juste besoin, c'est ça, c'est l'équivalent du plan. Ce qui fait qu'ensuite, quand tu fais ton zoom down, tu fais un Sachant dashboard. qu'en fait, cette slide-là, je vais complètement la sabrer, je vais garder juste la frise temporelle avec les messages qui sont en haut et la séparation sur les 4 niveaux. Ça sera largement plus visuel à ce moment-là en fait. Parce qu'en fait, tout ce qui est en dessous, Ça rajoute pas de valeur en soi, non. non, Mais en même temps, Ça donne un montre côté tout ce que sympa. vous avez expérimenté, Ça, tu c'est peux le laisser complexe. Oui. zoom out. C'est ça. Voilà. Tu C'est sais quoi que le message que illustré. tu veux faire passer quand tu montres ça? C'est quoi le message? C'est les 4 temps. C'est 4 temps en fait. Donc en Et fait, ils il faut montraient que qu'il y avait du monde. je les montre réellement. Ok. Un autre que tu peux préciser, si tu me permets, si c'est le but, c'est de dire, en fait, on a adressé dans ces 4 temps, on a travaillé sur 3 couches. Certes, la couche du team, Voilà. Donc là pareil, mais la couche de l'organisation, organisation et et personnel. Et dans le couche du team, tu dis, on a travaillé certes sur la notion de processus et efficacité, tu peux le dire, qui est le grand classique de Scrum, mais on a aussi travaillé sur l'histoire de socialisation et de développement du team et le leadership et la motivation. Et ça, c'est important de voir, vous n'avez pas besoin de comprendre les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est ce que vous auriez fait si vous aviez fait du Scrum que du Scrum. Mesurez juste la différence. Représentez-le visuellement. Ouais, C'est ça. C'est dans ce sens-là. Représente-le limite avec un enchaînement quand tu fais une animation sur Ouais, je vais Scrum, ce truc-là. Tu montres bien la complexité. Ce qu'on a rajouté, ce qui a permis Je vais faire deux slides dessus, avec les découpages en grande catégorie à un moment donné pour ça et montrer les 4 niveaux. Et ok, je vois ce que je peux faire. Donc ça c'était un point, donc ça va donner encore une fois, ça va préparer le sens pour la suite. Donc, c'est des petits détails. dans le montage, je me permets, je te fasse une réflexion maintenant, vous pouvez commenter, enfin vous me dites si vous avez cassé. Donc là, à l'intro, tu dis, frère, juste un peu de drame. Alors, une proposition, c'est quand tu prends ta frise globale, le set d'avant, avant, c'est celle qui est encore plus globale. J'en ai pas Si. Va sur le slide. Voilà, merci. Ça c'est les prémices. Parfait. C'est là expliquer qu'en fait,
tu as une coupure de budget d'un point de vue purement administratif, et que toi, tu disais, attendez, il ne faut pas faire ça, on n'est pas mûr, on n'est pas chaud. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, ok, tu es dans un drame classique, l'administration écoute que ses problèmes budgétaires et n'écoute pas les experts. Conclusion, un mec appuie sur le bouton, reality check. Tu vois? Ça, ok, on est dans le bourreau victime, mais en face, ça fait du drame. Ensuite, dans les pratiques de ça crée de l'attention, quoi. Ensuite, dans les pratiques de CNV, tu pourrais, t'en précises, tu sais, plus loin dans ton slide web. Une toute simple, ça a l'air tout bête, mais savoir s'écouter, ne pas se couper. Tu vois? Bon, alors pas de grosse pratique, mais c'est déjà énorme pour beaucoup. Dans le cas de la rupture culturelle des droits, qui doit être plus loin, ici. Expliquer en quoi c'était une rupture culturelle, et moi je précise. En fait, on venait de casser les silos et en mode consentement. On utilisait le consentement pour demander est-ce que vous avez une objection à ça? Alors qu'on n'a absolument pas demandé l'autorisation ou est-ce qu'ils étaient d'accord. Là, on venait juste de casser les silos et une rupture de. Enfin, ça faisait 10 ans que les mecs, si tu es au système, enfin, les autres qui sont pas au système n'ont pas accès au système. Et là, tu pourrais rajouter l'anecdote du. Les mecs qui sont 10 ans dans la boîte n'avaient pas accès à la couche système, mais un externe qui rentre du jour au lendemain, il avait le droit. Qu'en penses-tu? Juste pour qu'on crée l'anecdote, tu vois. C'est amusant de revoir nos paradoxes. Oui. Le coup du cassage de silo, si tu veux, c'est quand même un truc qui. Des thèses de service. Le droit de prod, ça serait passé quoi. Droit de prod, et tu peux mettre entre parenthèses le cassage de silo, parce que en fait, la rupture, c'est vraiment. Ah ben voilà, tu ne peux pas le mettre en gras, c'est un autre texte, si c'est un autre texte. Non mais juste casser les silos, au moins le reste. Comme maintenant, de toute façon, je peux encore retravailler un petit peu. quand tu dis à un moment la première rétro dérape, en fait, tu ne dis pas quoi. Et donc moi je te proposerais de dire, ok, mais elle dérape en quoi? C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un, alors qu'on vous aviez un truc bien normé, quelqu'un a expliqué qu'il avait un malaise. On dirait en belge. En quoi c'est un dérapage? Il y a quelqu'un qui dit, moi je suis pas, moi je trouve, il y a quelqu'un qui a dit, mais là on n'est pas en train de se parler du vrai truc quoi. Il y a un qui, c'était, comment il s'appelle, Nico qui a dit, ça va pas, là on est tous à l'ouest, on fait semblant comme s'il n'y avait pas de problème. Et voilà, moi je... Oui, j'ai été frustré à ce moment-là. De la rétro-dérape, mais... on sait pas quoi. Voilà. Ouais. Et alors c'est pas qu'elle dérape, c'est qu'elle dérape mais positivement quoi. C'est-à-dire que quelqu'un, en fait c'était l'expression même, on a le droit de ne pas être en désaccord, on a le droit de s'exprimer authentiquement. Tu vois, ce qui était... Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi Dom. De votre présentation. Et bon courage. Merci. Et du coup, c'est quand cette presse officielle? 17. Moi, j'aurais bien voulu vous demander comment vous vous sentiez après ça, après la dernière vécu. Alors, bonne question, je voulais la demander tout à l'heure, mais vous êtes parti sur autre chose. Du coup, je Vous deux. Content qu'on l'a fait, enfin je suis content que ça soit passé. On a progressé, bon je trouve qu'on a progressé par beaucoup d'avant et on a pas mal de progrès à faire au bout du truc. Mais j'ai fait pire dans ma vie. Non mais c'est bien, il n'y a pas de... Oui, je me demande comment je change. Et je suis assez content. Et toi? Pour ma part, je suis un peu plus à l'aise depuis qu'on a retravaillé, j'ai retravaillé les slides ce week-end sur la story. Merci pour les retours parce que ça me donne encore des points d'approche pour justement fluidifier le discours et surtout le poser par étapes et revenir dessus. Moins stressé, mieux se fait. Surtout aussi par rapport à vos retours sur la forme, sur le fond en fait. Je pense qu'on y a pourvu. J'étais relativement enclin à ça. Voilà. Moi je me sens aussi soutenu par votre bienveillance. Je sais que ça fait un peu loin de dire ça, mais ça fait du bien de renouer ici et d'entendre. Parce que vous savez de quoi on cause en plus, tu vois, donc je veux dire, voilà. C'est cool. Content que ça vous ait gratté. Et assez ému également par le côté vieux couple. Ah ouais. C'est pas si peu ça. Moi je vais à droite, plus Ça par contre, tu vois, le côté vieux couple, on va régler nos histoires en famille.
Skyware, je peux t'assurer qu'on va le faire. Et puis on fait ça en légèreté. Ouais. Voilà, tu reviendras nous voir. Voilà, Hein en BMW. Ouais.